Il est 6h. Et si, en avril 2022, les électeurs ne se déplaçaient pas? L'abstention nous guette, prévenait Emmanuel Macron dans Le Parisien cette semaine. À Lille, un van sillonne la ville pour inciter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales. Reportage dans un instant. Pour les restaurateurs, c'est la vague de trop, celle du variant Omicron qui impose le retour du télétravail. En Ile-de-France, l'activité a baissé de 30%. Vous entendrez l'inquiétude de ces professionnels. Et puis à la fin du journal, 3 lettres, NFT, un format numérique qui cartonne sur le marché de l'art. Un filon repéré aussi par les escrocs et leurs contrefaçons. Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce. Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Le 4 mars, date limite pour vous inscrire sur les listes électorales. Près d'un électeur sur 10 n'y figurerait pas à 3 mois du scrutin présidentiel. L'abstention nous guette, a prévenu Emmanuel Macron dans son interview au Parisien en début de semaine. À Lille, la mairie a pris les devants avec un van qui sillonne les routes pour inciter les habitants à s'inscrire au coin de la rue sur les listes électorales. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Maximilien Carlier. C'est un van orange et mauve. Sur celui-ci, on y voit un mème, une affiche humoristique diffusée sur Internet. Un homme qui hurle de joie et ce message: quand tu réalises qu'ici, tu peux t'inscrire sur les listes électorales. Bonsoir, je me connecte et suis à vous tout de suite, madame. Abderrahman est un agent d'état civil. Il accueille Élise qui vient de s'installer à Lille. Quand on déménage, c'est pas la première chose à laquelle on pense. On fait d'autres changements d'adresse avant de penser aux listes électorales et c'est vrai que c'est très pratique. La camionnette est stationnée juste devant sa maison. Je pensais pas que vous soyez si près de chez moi. On va procéder à l'inscription si vous le souhaitez. 2 documents suffisent, carte d'identité ou passeport, plus justificatif de domicile de moins de 3 mois. L'inscription prend 5 minutes. Sébastien Duhem, adjoint à Lille en charge de la participation citoyenne. C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas rester d'élection en élection avec un taux de participation qui est en deçà de 30% dans notre pays. Nous avons tous une responsabilité collective dans le fait d'inciter les habitants à aller voter. Nous prenons notre part. Avec une campagne de communication décalée et cette camionnette donc qui va sillonner 10 quartiers pendant 2 mois. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Et à très exactement 93 jours du premier tour, Emmanuel Macron est sur tous les fronts. D'abord celui de l'Europe, avec un hommage aujourd'hui à Simone Veil et Jean Monnet au Panthéon. Et dès lundi, le chef de l'État, pas encore officiellement candidat, sera à Nice pour dévoiler les contours d'une future réforme de la police. Emmanuel Macron devrait annoncer, entre autres, la création d'un commissariat XXL, 50 000 mètres carrés pour réunir police nationale et municipale à Nice. Les chiffres donnent le vertige. 260 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Depuis la rentrée, plus de 100 000 élèves sont à l'isolement, cas contact ou positif. Et à l'école, justement, le protocole sanitaire s'assouplit. En clair, les élèves n'auront plus à recommencer le parcours des tests si un nouveau cas positif apparaît dans la classe la même semaine. Quant aux parents, ils terminent leur première semaine de télétravail. Oui, une nouvelle organisation qui limite les déjeuners au restaurant entre collègues ou les déplacements d'affaires. De quoi inquiéter forcément le secteur de l'hôtellerie-restauration abattu par ces nouvelles restrictions. Omicron, c'est la goutte de trop pour Pascal Mousset. Il préside le groupe national des indépendants d'Île-de-France. On a une baisse moyenne d'activité de 30%. Dans les moyennes, il faut toujours faire attention. Vous avez certains hôtels qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Et vous avez la majorité des professionnels, restaurants, cafés, bars, qui sont à 30% de baisse d'activité. Et dans les zones d'affaires, on est plus près des 50%. Pour moi, c'est la vague de trop sur le plan économique pour notre secteur d'activité, le café, hôtel, restaurant, parce que j'ai jamais eu autant de témoignages de détresse, une vraie lassitude et une vraie peur du lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait dommage que le gouvernement nous laisse au milieu du gué et n'aille pas au bout de l'accompagnement économique de nos entreprises, parce que tout l'argent qu'il a investi pendant ces 2 années, ça n'aurait donc servi à rien. On n'a pas de visibilité et c'est toujours ça qui pose problème pour un entrepreneur, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Pascal Mousset, président du GNI d'Île-de-France, joint par Emmanuel Dutheil. Des salariés en télétravail 3 à 4 jours par semaine ou en arrêt maladie à cause du Covid. Et gérer les absences, c'est l'autre défi en entreprise. Pour compenser les chaises vides, certaines ont recours à l'intérim. Mais même les agences ont du mal à suivre. C'est ce qu'elles ont expliqué à Élise Dangean.
On est en plein boom là, c'est un début d'année sur les chapeaux de roue. Depuis lundi, les demandes affluent chez Randstad. Elles sont en hausse d'environ 8% au niveau national, mais ça monte jusqu'à 20% dans certaines agences. C'est autour de Marseille que l'activité est la plus forte. Les entreprises françaises ont besoin de renforts et selon Gaëtan Defresne, le directeur général de Randstad, ce n'est que le début. Les clients s'apprêtent à avoir encore plus d'absents et nous demandent d'avoir en vivier 10% d'intérimaires supplémentaires pour faire face à l'absentéisme qui va s'accélérer dans les jours qui viennent. Sauf que les agences d'intérim ne sont pas épargnées par la multiplication des contaminations. Alain Roumillac est le président de Manpower France. Dans cette première semaine, on considère qu'il y a à peu près 15% des intérimaires qui étaient prévus à aller chez nos clients qui, pour des raisons sanitaires ou parce qu'il faut aussi qu'ils s'occupent par exemple de leurs enfants qui peuvent être contaminés, qui vont pas pouvoir assurer leur mission. À l'échelle de Manpower, cela représente 15 000 défections sur la semaine. L'entreprise doit donc puiser dans sa réserve de candidats disponibles, heureusement un peu plus garnis puisque certains secteurs tournent encore au ralenti, notamment à cause de la crise des composants. Élise Dangean du service économie d'Europe 1. L'école, l'entreprise et la justice, c'est l'autre secteur chamboulé par la vague Omicron. A commencer par le procès des attentats du 13 novembre, suspendu jusqu'à mardi. Après des heures de tergiversation, hier, la Cour a fini par ordonner une contre-expertise médicale sur l'état de santé de Salah Abdeslam. Le principal accusé a été contaminé par le Covid fin décembre et Gladys Lafitte, son test est toujours positif. Oui, une positivité faible selon le résultat de son test PCR fait lundi, connu seulement mercredi, mais l'expert médical a déclaré Salah Abdeslam apte à comparaître par 2 fois. Mais ses avocats n'étaient pas de cet avis et ont demandé une contre-expertise, s'appuyant notamment sur la toux et la fatigue de leurs clients non vaccinés et bien présents dans le box. Est-il toujours contagieux ? C'est la réponse qu'il manque aujourd'hui. En effet, les accusés sont très proches les uns des autres et risquent d'être contaminés. Un argument que soutiennent aussi des avocats de partie civile, comme Antoine Casubolo-Ferro. Je comprends que ça puisse énerver certains de nos parties civiles de voir cet homme qui a l'air bien. Il est positif au Covid-19 aussi. On a quelqu'un qui risque de contaminer les autres et ça, il faut l'expliquer. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on espère quant à son avenir, eh bien, il n'empêche qu'il a droit à un procès équitable. 2 médecins vont donc examiner Salah Abdeslam. Ils doivent rendre leur rapport avant mardi, date à laquelle l'audience pourrait alors reprendre avec déjà 1 semaine de retard sur le planning initial, alors que le procès doit durer normalement jusqu'à fin mai prochain. Gladys Lafitte. On vous en parlait il y a quelques semaines sur Europe 1, le premier SMS de l'histoire vendu aux enchères sous forme de NFT, des titres de propriété numérique. Et c'est un marché en plein boom, notamment dans le domaine de l'art. Plus de 2 milliards de dollars dépensés l'an dernier. Une aubaine aussi pour les escrocs du numérique. Les explications de Marion Gauthier. 75 000 Picasso apparaissent chaque jour sur la plateforme de vente de NFT OpenSea. Si vous achetez l'un de ces titres de propriété, vous gagnez l'accès à un fichier numérique, à la reproduction d'une toile que vous pourrez diffuser sur un écran dans votre salon, par exemple. Sauf que ces 75 000 Picasso sont des faux, assure Claudia Andrieux. Elle est responsable juridique de la Picasso Administration. Le problème des NFT, c'est qu'ils appartiennent à un univers sans réglementation aujourd'hui. Les œuvres sont pillées et personne ne semble avoir le réflexe de se dire qu'il existe des droits d'auteur. D'autant qu'il est plus simple de copier-coller une image internet que de s'installer devant un chevalet, concède Stanislas Mako, le fondateur de CalArt, une plateforme française de vente de NFT, regrette l'essor des contrefaçons. Ça nécessite des contrôles. Vous avez un commissaire-priseur qui va gérer une mise en vente d'un produit, il va forcément s'assurer de l'authenticité de ce qu'il est en train de vendre. Et pour moi, les plateformes de vente de NFT doivent avoir ce même rôle. Les acheteurs aussi doivent redoubler de vigilance, ajoute-t-il, car c'est le propre des NFT. Aucune autorité centrale ne donne une règle commune ni ne contrôle les ventes. Les explications de Marion Gauthier. Eh bien, c'était le journal de Roman Oquet. Merci beaucoup, Roman.